Mes parents m'ont accusé de vol pendant des années, détruisant toute ma confiance. Aujourd'hui, l'arrestation du véritable coupable les a laissés à me supplier de leur pardonner. Salut tout le monde. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a des années. Mais devinez quoi? Ma famille a décidé de remettre toute cette histoire sur le devant de la scène récemment, alors me voilà, à tout raconter. Je garde cette histoire en moi depuis si longtemps et, honnêtement, je ne sais toujours pas comment la digérer. Bref. Voilà le contexte. J'ai 23 ans aujourd'hui, mais cette histoire commence quand j'en avais 15, et franchement, ça me retourne encore la tête parfois. Je suis l'enfant du milieu, coincé entre ma sœur aînée Sarah et mon petit frère Liam. Sarah avait 17 ans à l'époque, toujours à faire ce qu'il fallait. Elle était le rêve de n'importe quel parent, responsable, ambitieuse, parfaite sur toute la ligne. Liam avait 11 ans et, en tant que Benjamin, il était l'enfant chéri. Il ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux, il avait toujours droit à un passe-droit. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, essayant simplement d'éviter les ennuis et de tracer mon propre chemin. Mes parents disaient toujours qu'ils prônaient l'équité. Vous savez, tout partager équitablement, s'assurer que chacun ait les mêmes chances. Mais avec le recul, cette idée d'équité n'était qu'un écran de fumée. Ils traitaient Sarah comme la future PDG de la famille, Liam comme le bébé qu'il fallait protéger, et moi comme quelqu'un de simplement là. Pas assez mauvais pour être un problème, mais pas assez bon pour briller non plus. Mon père avait une collection. Il ne collectionnait pas des timbres ou des pièces comme certains. C'était des couteaux de poche, des cartes de baseball et quelques balles de baseball dédicacées. Il avait une étagère entière dans sa chambre dédiée à ces objets, comme une sorte de sanctuaire. Il racontait des histoires sur l'origine de chaque pièce, sur les efforts qu'il avait faits pour les obtenir ou sur leur valeur. Ce n'était pas mon truc, mais bon, il adorait ça. Certains objets valaient de l'argent aussi. Pas des fortunes, mais suffisamment pour qu'il en soit fier. Et puis, des objets de sa collection ont commencé à disparaître. Le premier à manquer fut un couteau de poche. Ce n'était pas n'importe lequel, c'était son préféré. Il me l'avait déjà montré, en m'expliquant en détail son design unique et comment il l'avait échangé avec un collectionneur pour l'obtenir. Un matin, il a remarqué qu'il avait disparu. Au début, ce n'était qu'une légère contrariété. Il pensait l'avoir égaré ou l'avoir laissé quelque part. Mais une semaine plus tard, une de ses cartes de baseball a disparu, puis un autre couteau. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne soupçonneux. Il nous a tous interrogés, moi, Sarah et Liam. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention parce que, franchement, pourquoi ça m'aurait concerné? Je lui ai dit clairement que je ne l'avais pas vu. Sarah et Liam ont dit la même chose, mais quelque chose dans son regard dirigé vers moi me mettait mal à l'aise, comme s'il ne me croyait pas. Puis est arrivé le jour où tout a basculé. Il a trouvé l'un de ses couteaux disparus dans ma chambre. Je n'oublierai jamais ce moment. Il est entré en trombe, tenant le couteau comme une preuve dans un tribunal. Pourquoi est-ce que c'est ici? A-t-il exigé. Je suis resté figé. Je n'avais aucune idée de la façon dont il avait atterri là. Je lui ai dit, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi. Mais il n'y croyait pas, ne fais pas l'idiot, a-t-il dit. C'est mon couteau. Qu'est-ce qu'il fait dans ta chambre? À partir de ce moment-là, j'ai été passé au crible. À chaque fois que quelque chose disparaissait, c'était automatiquement de ma faute. Peu importe ce que je disais ou à quel point je niais, ils avaient déjà pris leur décision. Le problème, c'est que je n'avais sincèrement aucune idée de la façon dont ce couteau s'était retrouvé dans ma chambre. À ce jour, je ne sais pas si Liam l'a placé là où s'il y est arrivé par accident, mais ça n'avait aucune importance pour mes parents. Pour eux, le simple fait qu'il soit dans ma chambre était la preuve ultime. Et ce n'était pas seulement mes parents. Ils ont commencé à en parler au reste de la famille. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout le monde était au courant. À chaque réunion de famille, j'avais l'impression d'être sous les projecteurs. Les commentaires fusaient, parfois subtils, parfois non. Un jour, mon oncle a dit en riant, « Mieux vaut garder un œil sur ton portefeuille avec lui ». Ma grand-mère me lançait des regards comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais devenu comme ça. À l'école, ce n'était pas mieux. Ma mère a raconté l'histoire à une de ses amies, qui se trouvait être la mère d'un élève de mon école. Vous devinez la suite. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Soudain, les élèves chuchotaient sur mon passage dans les couloirs. J'entendais des phrases comme « C'est pas lui qui a volé son père ?» Je baissais la tête, mais ce n'était pas facile. Comment prouver qu'on n'a pas fait quelque chose? Plus je niais, plus j'avais l'air coupable. J'avais l'impression d'être coincé dans un jeu où, quoi que je fasse, je ne pouvais pas gagner. Liam, de son côté, semblait totalement indifférent à toute cette histoire. Il restait en arrière-plan, jouait à ses jeux, faisait ses devoirs, incarnant parfaitement l'enfant innocent qu'il était censé être. Sarah est restée neutre, ne voulant pas s'impliquer, ce qui faisait mal d'une autre manière. J'espérais qu'elle me défendrait, mais elle ne l'a pas fait. Elle a simplement pris ses distances, comme si toute cette histoire ne la concernait pas. Le pire n'était même pas les accusations. C'était l'effet que tout ça avait sur moi. J'ai commencé à douter de tout. Je repassais chaque interaction dans ma tête, essayant de comprendre si j'avais fait quelque chose pour mériter ça.
J'en suis même venu à me demander si je ne volais pas en dormant ou si j'oubliais ensuite. Je sais à quel point ça paraît fou. Mais quand tout le monde autour de vous vous traite comme un voleur, ça vous détruit mentalement. Mes parents disaient sans cesse, on essaie juste de t'aider à tirer des leçons de tes erreurs. Mais quelles erreurs? Je n'avais rien fait. Enfin, du moins, je ne pensais pas en avoir fait. Les frontières entre ce que je savais et ce que croyais ont commencé à s'effacer. J'ai commencé à m'isoler. J'ai arrêté de voir mes amis parce que je ne voulais pas répondre aux questions sur pourquoi je ne sortais plus ou pourquoi j'avais l'air aussi stressé. Je restais dans ma chambre autant que possible, essayant d'éviter mes parents et leurs interrogatoires sans fin. Qu'est-ce que tu as encore pris? Tu mens aussi là-dessus? Ça ne s'arrêtait jamais. À la fin de cette année-là, je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Je ne faisais confiance ni à mes parents, ni à mes frères et sœurs, ni même à moi-même. Tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un, n'importe qui, me croie, mais ça n'allait pas arriver. Alors après que mon père a trouvé ce couteau dans ma chambre, les choses sont passées de mauvaises à catastrophiques. C'était comme si j'avais officiellement été marqué comme le voleur, et qu'il n'y avait aucun retour possible. Mes parents ont décidé qu'ils devaient m'apprendre une sorte de leçon, et croyez-moi, ils ne plaisantaient pas. Quelques semaines plus tard, des objets ont continué à disparaître. L'une des balles de baseball dédicacées avait disparu, et ce n'était pas n'importe quelle balle. Elle était signée par son joueur préféré de tous les temps, celui dont il se vantait sans arrêt. Je l'ai entendu hurler depuis sa chambre, où est-elle passée, bon sang? Mon estomac s'est noué. J'étais assis sur mon lit, déjà tendu, et en entendant la colère dans sa voix, j'ai commencé à trembler. Je ne savais même pas pourquoi j'étais aussi nerveux. Je n'avais rien fait de mal, mais je n'arrivais pas à empêcher la panique de m'envahir. J'ai entendu des pas lourds se diriger vers ma chambre, et j'ai su ce qui allait se passer. Ma porte s'est ouverte violemment, et il était là, tenant la vitrine vide comme s'il s'agissait d'une preuve irréfutable. « Tu as 5 secondes pour me dire où elle est ?» a-t-il craché. J'ai bafouillé, essayant de dire que je ne l'avais pas, mais il m'a coupé. « Ne me mens plus. J'en ai marre de tes conneries. » Sa voix résonnait si fort que j'ai cru que les murs allaient se fissurer. Je n'avais même pas le temps de placer un mot qu'il commençait déjà à retourner ma chambre comme une tornade. D'abord le couteau, maintenant ça? Qu'est-ce que tu as encore pris? Y a-t-il quelque chose dans cette maison que je puisse te faire confiance de ne pas voler? Il ouvrait les tiroirs, jetait mes vêtements par terre, vidait mon sac à dos, regardait même sous mon lit. Moi, je restais là, tremblant, essayant de ne pas pleurer. Quand il n'a pas trouvé la balle, il est devenu encore plus furieux. « Tu te crois malin, hein ?» a-t-il hurlé, en me pointant du doigt comme si j'étais un criminel pris en flagrant délit. « Tu l'as cachée quelque part où je ne la trouverai pas. Eh bien devine quoi? Cette fois, tu ne t'en tireras pas. » À ce moment-là, ma mère est entrée dans la pièce, mais au lieu de le calmer, elle s'est jointe à lui. « Où est-elle » a-t-elle exigé, d'une voix dure et accusatrice. « On t'a donné chance après chance, et voilà comment tu nous remercies. » Quand ils m'ont laissé seul dans ma chambre, j'ai commencé à douter de moi-même. Et s'ils avaient raison? Et si je prenais des choses sans m'en rendre compte? Après tout, comment expliquer autrement que les objets continuent de disparaître? Peut-être que je faisais du somnambulisme ou que j'avais un problème de mémoire. J'ai même commencé à chercher sur Google des choses comme « vol inconscient » et « trou de mémoire », essayant de comprendre s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais désespéré de trouver une explication. Si je ne pouvais pas faire confiance à ma famille pour me croire, comment étais-je censé me faire confiance à moi-même? Ce soir-là, ils m'ont fait asseoir et m'ont énoncé de nouvelles règles, ce qui était leur façon de dire que ma vie allait empirer encore plus. Au début, c'était des petites choses, m'interdire de sortir pendant quelques jours ou me priver de télévision. Mais à mesure que d'autres objets disparaissaient, les punitions sont devenues beaucoup plus sévères. Ils ont commencé à me punir pendant des semaines entières. Je n'avais le droit d'aller nulle part, ni chez des amis, ni au parc, ni même faire le tour du pâté de maison. Ils m'ont confisqué mon téléphone et vendu mon ordinateur. Je n'avais même pas le droit de lire les livres que j'aimais, parce que, selon eux, les privilèges devaient se mériter à nouveau. Et ce n'était pas tout. Mon père avait cette manie de m'attribuer des corvées comme forme de discipline, mais ce n'était pas des tâches normales comme sortir les poubelles ou ranger ma chambre. Il inventait des choses uniquement pour me rendre la vie misérable. Il m'a forcé à frotter le sol du garage à la brosse, à la main, parce que, selon lui, c'est ce qui arrive quand on manque de respect au bien des autres. Ma mère n'était pas meilleure. Elle faisait des remarques passives-agressives à la moindre occasion. Si je demandais quelque chose d'aussi simple qu'un encas, elle disait des choses comme « Oh, alors maintenant tu demandes la permission? Comme c'est gentil. » Ou encore « Tu n'as pas déjà assez pris à cette famille ?» C'était constant. Et au bout d'un moment, ça a fini par m'atteindre. J'avais l'impression qu'il nourrissait envers moi bien plus que de la colère. De la haine. Pas seulement de l'énervement à cause des objets manquants, mais une vraie haine. Avec le recul, je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment des parents peuvent-ils traiter leur propre enfant ainsi pour quelque chose d'aussi insignifiant? Ils ne perdaient pas des milliers de dollars ni des objets de famille inestimables. C'était un couteau par-ci, une balle de baseball par-là. Des choses qui, honnêtement,
ne valaient même pas tout ce drame. Mais à les entendre, on aurait dit que j'avais ruiné leur vie. Le ressentiment qu'ils avaient envers moi était évident, et ça faisait terriblement mal. Et n'oublions pas Liam et Sarah. Liam restait en retrait et regardait, sans jamais dire un mot. Il jouait à ses jeux ou regardait la télé pendant que moi, j'étais coincé à frotter les plaintes ou à réorganiser le garde-manger. Sarah, de son côté, faisait comme si tout ça n'existait pas. Elle restait la plupart du temps dans sa chambre, reconnaissant à peine ce qui se passait. J'imagine que c'était sa façon d'éviter les conflits, mais pour moi, ça ressemblait à une trahison. Ensuite, ils ont décidé d'annuler mon anniversaire. J'étais censé passer mon permis de conduire à 16 ans comme tous les autres ados, mais ils ont dit que je n'avais pas encore mérité leur confiance. Pas de fête, pas de cadeau, même pas un « joyeux anniversaire ». C'était juste un jour de plus où j'étais traité comme un criminel dans ma propre maison. À force de subir leur punition constante, j'en ai eu assez. J'ai essayé d'en parler à mes parents une fois. Je leur ai dit à quel point c'était dur d'être traité ainsi, à quel point j'avais l'impression d'être puni pour quelque chose que je n'avais pas fait. La réponse de mon père a été « Si ça ne te plaît pas, peut-être que tu n'aurais pas dû prendre des choses qui ne t'appartenaient pas ». Ma mère a simplement hoché la tête, comme si la discussion était close. Ce qui m'a vraiment atteint, c'était l'incohérence. Un instant, ma mère agissait comme si elle essayait de m'aider à me remettre sur le droit chemin, et l'instant d'après, elle me disait à quel point elle était déçue de moi. Mon père faisait pareil, prétendant m'enseigner une leçon de vie importante, alors qu'en réalité, il cherchait juste de nouvelles façons de me faire sentir comme un raté. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me défendre. À quoi bon? Quoi que je dise, il ne me croyait pas. Je me suis dit que si je baissais la tête et faisais ce qu'il voulait, les choses finiraient peut-être par s'améliorer. Mais quand j'ai eu 17 ans, je n'étais plus la même personne. Les accusations constantes, les punitions et l'isolement m'avaient profondément marqué. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais fatigué. Fatigué d'essayer de m'expliquer, fatigué d'espérer que ça s'arrange, et fatigué de me sentir comme le mouton noir de ma propre famille. Ce qui m'est arrivé à 15 ans m'a suivi en grandissant, façonnant la façon dont je me voyais et dont je voyais le monde. Même aujourd'hui, je me surprends à douter de ma propre valeur, à me demander si je mérite les bonnes choses qui m'arrivent, ou à attendre que tout s'effondre, même quand tout va bien. C'est comme si la version de moi qui a été écrasée par leur méfiance ne s'était jamais complètement remise. Mes parents ne me traitaient plus comme leur fils. Ils me traitaient comme un problème dont ils ne pouvaient pas se débarrasser. Chaque interaction avec eux donnait l'impression qu'ils attendaient juste que je fasse une nouvelle erreur. Mon père me regardait à peine, sauf pour crier ou m'interroger sur quelque chose qui avait mal tourné. Il agissait comme si la moindre erreur, aussi petite soit-elle, était une preuve supplémentaire que je n'étais pas digne de confiance. Si j'oubliais de faire une corvée ou si je laissais quelque chose traîner, il explosait immédiatement. Tu n'es même pas capable de faire ça correctement. Ma mère n'était pas mieux. Elle avait complètement cessé de cacher sa déception à mon égard. Chaque fois qu'elle me parlait, c'était soit pour me faire la morale sur le sens des responsabilités, soit pour me rappeler à quel point je les avais déçus. Elle avait cette façon de soupirer chaque fois que j'entrais dans une pièce, comme si le simple fait de me voir suffisait à lui gâcher la journée. Même quand j'essayais de les éviter, ce n'était jamais suffisant. Si je restais trop longtemps dans ma chambre, elle venait me dire « Tu ne vas pas te cacher éternellement. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. » Mais quand j'essayais d'interagir avec eux, ça leur donnait juste encore plus d'occasion de me rappeler à quel point ils ne me faisaient pas confiance. Ils ont aussi cessé de me laisser le moindre bénéfice du doute. Si quelque chose disparaissait, même un objet insignifiant comme une paire de ciseaux ou un paquet de piles, la faute retombait automatiquement sur moi. Mon père disait « Laisse-moi deviner. Tu n'as aucune idée d'où c'est passé. » Avec ce ton qui montrait clairement qu'il pensait que je mentais. Peu importait le nombre de fois où je niais ou à quel point mes arguments étaient logiques. Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Le pire, c'était l'angoisse permanente. Le moindre bruit dans la maison me faisait sursauter, comme si j'attendais toujours la prochaine explosion, la prochaine accusation. Je me surprenais à paniquer pour des détails insignifiants, comme laisser ma chambre en désordre ou faire tomber quelque chose par accident. Même quand on ne me criait pas dessus, mon cerveau me persuadait que ça allait arriver. C'était comme marcher sur un fil, sauf que je ne savais jamais quand, ni si, j'allais tomber. C'est étrange comme on s'adapte vite, même à l'injustice. J'ai cessé d'attendre de l'équité, ou même de la gentillesse, de la part de mes parents. À la place, je baissais la tête et j'essayais d'éviter toute situation qui pourrait déclencher une nouvelle dispute. Je restais dans ma chambre la plupart du temps, n'en sortant que pour manger ou pour accomplir l'une des innombrables corvées qu'ils me donnaient. Avançons de quelques années. J'ai 23 ans maintenant, je vis seul, je fais ma vie. Je suis parti de la maison juste après mes 18 ans et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai à peine parlé à ma famille depuis, peut-être un message rapide ici ou là pendant les fêtes, mais rien de plus. La plupart du temps, je gardais mes distances. Puis, un après-midi banal, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Honnêtement, j'ai failli ne pas répondre. On n'avait pas eu de vraie conversation depuis des années, et je n'avais aucune envie de faire semblant d'avoir une discussion polie. Mais quelque chose m'a dit de décrocher,
alors je l'ai fait. Immédiatement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Son ton n'avait rien de la légèreté habituelle. Il était hésitant, presque tremblant. « Salut, mon chéri », a-t-elle commencé. « J'espère que tu vas bien. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Je n'ai pas dit grand-chose. Juste un bref, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. » Et là, elle a lâché la bombe. « Des choses ont encore disparu », a-t-elle dit. Je me suis redressé d'un coup. « Disparu? Comme quoi ?» Elle a énuméré toute une liste, certains objets de collection de mon père, de l'argent pris dans leur portefeuille, et même des bijoux de ma mère. C'était bien plus grave que les histoires d'il y a des années. Mais elle a continué, cette fois, on savait qu'on devait être sûr avant d'accuser qui que ce soit. C'est là que j'ai compris où ça menait. Je jure que mon cœur s'est arrêté une seconde. Est-ce qu'ils allaient vraiment me replonger dans ce cauchemar? Est-ce qu'ils m'appelaient sérieusement pour m'accuser de choses que je n'avais même pas pu prendre puisque je n'habitais plus là? Et puis elle a dit quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu. Ton père a installé des caméras dans la maison, a-t-elle expliqué. Et on a attrapé Liam. Liam. Mon petit frère. L'enfant chéri. Celui qui ne pouvait rien faire de mal. Je n'arrivais même pas à assimiler ce qu'elle disait. Attends, quoi? C'est tout ce que j'ai réussi à articuler. Elle a poursuivi en m'expliquant qu'ils avaient installé des caméras dans le couloir menant à leur chambre, et qu'ils avaient clairement filmé Liam en train de s'y introduire tard dans la nuit. Il prenait les objets et les cachait dans l'ancienne chambre de Sarah. Apparemment, il faisait ça depuis des années, probablement même à l'époque où je vivais encore avec eux. Je ne savais pas si je devais rire ou hurler. D'un côté, je me sentais enfin réhabilité. Toutes ces années d'accusations, de punitions, d'humiliations, ce n'était pas moi. Ça n'a jamais été moi. Mais d'un autre côté, j'étais furieux. Furieux qu'il leur ait fallu autant de temps pour le découvrir. Furieux qu'ils aient laissé la situation dégénérer à ce point et qu'ils m'aient laissé avec un traumatisme que je porte encore aujourd'hui. Ma mère continuait de parler, s'excusant, essayant de se justifier. Elle a dit que mon père et elle se sentaient horriblement mal pour la façon dont il m'avait traité. On aurait dû te croire, a-t-elle dit. On avait tort, et on est tellement désolé. Désolé. Voilà le mot qu'elle a utilisé. Comme si un seul mot pouvait effacer des années à être traité comme de la merde. Puis elle a ajouté, on aimerait que tu viennes au dîner pour mon anniversaire la semaine prochaine. Ça nous ferait vraiment plaisir de te voir et d'en parler en personne. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, le téléphone serré dans ma main, essayant de décider si je devais raccrocher ou la laisser continuer. Finalement, j'ai dit que j'allais y réfléchir et j'ai mis fin à l'appel. Après avoir raccroché, j'avais l'esprit en ébullition. Pendant toutes ces années, il m'avait fait me sentir brisé, comme si j'étais un menteur et un voleur. Et maintenant, il voulait que je me présente simplement à un gentil dîner de famille et qu'on fasse comme si tout ça n'avait jamais existé? Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi avait envie de leur dire d'aller se faire voir avec leurs excuses. Mais une autre partie de moi, peut-être celle qui cherchait encore une forme de clôture, voulait les écouter. Quelques jours plus tard, mon père, Marc, m'a appelé. Ça m'a surpris, parce qu'il n'a jamais été du genre à reconnaître ses torts. Il a commencé par les banalités habituelles, me demandant comment j'allais, comment se passait le travail. Puis il est allé droit au but. « Je veux juste te dire que je suis désolé », a-t-il dit. « J'ai merdé. On a merdé. On aurait dû te faire confiance. » Entendre ces mots de sa bouche m'a fait bizarre. Pendant des années, c'était lui qui avait été le plus dur avec moi, celui qui s'assurait que je ressente le poids de chaque punition. Et maintenant, il admettait s'être trompé. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a vraiment déstabilisé. « On va se rattraper. On prépare quelque chose de spécial, et je pense que ça va te plaire. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il s'est contenté de répondre « Tu verras ». Et il en est resté là. Dans les jours qui ont précédé l'anniversaire de ma mère, j'ai sans cesse hésité à y aller ou non. Je ne voulais pas leur pardonner, pas encore en tout cas, mais j'étais curieux de savoir ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils étaient prêts à faire pour réparer les choses. En même temps, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette colère. Toutes ces années, ils m'avaient traité comme un criminel pendant que Liam s'en sortait toujours sans la moindre conséquence. Et maintenant que la vérité était enfin révélée, ils pensaient qu'un simple « désolé » allait tout réparer? Ce n'était pas aussi simple. Quand le jour du dîner est arrivé, je n'avais toujours pas pris de décision. J'ai pensé envoyer un message à ma mère pour lui dire que je ne viendrais pas, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être que je voulais voir s'ils étaient sincères dans leur volonté de se racheter, ou peut-être que je voulais simplement les entendre le dire en face. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'y aller. Je me suis donc présenté au dîner d'anniversaire de ma mère, et croyez-moi, je n'étais pas ravi d'être là. Je n'avais pas vu la plupart de ma famille depuis des années, et maintenant je devais m'asseoir à la même table qu'eux, comme si tout allait bien. Le dîner avait lieu dans un restaurant chic, le genre d'endroit où mes parents n'allaient habituellement que pour de grandes occasions. Ma mère m'a accueilli à l'entrée comme si rien ne s'était jamais passé. « Je suis tellement contente que tu sois venu », a-t-elle dit en souriant, comme si elle ne m'avait pas traité comme un voleur pendant des années. Mon père était déjà à table. Il m'a adressé un petit signe de tête maladroit, ce qui devait être sa façon de s'excuser.
La première demi-heure a été étrange. Mes parents essayaient de garder une ambiance légère, faisaient la conversation, me demandaient comment se passait le travail, faisaient semblant de s'intéresser à ma vie actuelle. Liam était là aussi, assis à l'autre bout de la table, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Je n'ai même pas cherché à croiser son regard. Mais l'atmosphère a complètement changé quand l'une de mes cousines, Emily, a décidé de mettre de l'huile sur le feu. C'est le genre de personne qui ne peut pas s'empêcher de provoquer, et ce dîner n'a pas fait exception. Sans prévenir, assez fort pour que toute la table entende, elle a lancé « Mieux vaut surveiller vos portefeuilles, tout le monde. Vous savez comment les choses ont tendance à disparaître ici. » Je jure que tout le restaurant est devenu silencieux. Mon père a essayé d'en rire, comme si ce n'était qu'une plaisanterie inoffensive, mais moi, je n'étais pas d'humeur. Je me suis penché en avant, les regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, Emily. Je suis sûr que tes petits amis disent la même chose de toi quand ils comparent leurs notes. » Oui. C'était dur. Peut-être trop dur. Mais je n'étais pas d'humeur à jouer les gentils et à supporter ces conneries. Le visage d'Emily est devenu écarlate, et elle s'est mise à pleurer. Son père, mon oncle Mike, est intervenu immédiatement. « Ça suffit » a-t-il dit en me fusillant du regard. « Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça, surtout après tout ce que tu as fait subir à cette famille. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Ce que j'ai fait subir à cette famille ?» ai-je répliqué. « Tu es sérieux là ? Après toute la merde que j'ai traversée parce que vous étiez incapable de comprendre qui était le vrai voleur, vous continuez encore à me blâmer ?» Mike a persisté, parlant d'harmonie familiale et disant que je devrais être plus respectueux. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai regardé mes parents droit dans les yeux et j'ai dit « Voilà ce que vous avez créé. Vous avez fait de moi le bouc émissaire de la famille, et maintenant vous vous attendez à ce que je reste assis ici et que j'encaisse ? Laissez tomber. » Puis je suis parti. Je n'étais même pas arrivé à ma voiture que mon père m'a rattrapé. « Attends » a-t-il dit, l'air plus stressé que je ne l'avais jamais vu. « Tu n'as pas à t'excuser pour ce qui vient de se passer. Ce n'était pas ta faute. » Je me suis arrêté et je l'ai fixé. « Tu as foutrement raison, ce n'était pas ma faute. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, toi ?» Il n'a pas su quoi répondre. Il est resté là, mal à l'aise. « On essaie de réparer les choses » a-t-il fini par dire. Vraiment. Je n'ai rien répondu. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, Sarah m'a appelé. Elle n'était pas au dîner, ce qui n'était pas surprenant puisqu'elle vivait dans un autre état et venait rarement. « Maman m'a raconté ce qui s'est passé » a-t-elle dit, « et pour ce que ça vaut, je pense que tu as mieux géré la situation que je ne l'aurais fait. » Sarah a toujours été la plus posée, alors l'entendre prendre mon parti m'a fait du bien. Elle m'a aussi dit que Liam avait finalement tout avoué. Pas seulement les vols récents, mais aussi ceux d'il y a des années. D'après Sarah, ma mère a complètement craqué en l'apprenant. Elle pleure depuis des jours, m'a-t-elle dit. Elle se sent horrible pour la façon dont elle t'a traité. Bien. Elle devrait se sentir horrible. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais prêt à lui pardonner. Plus tard dans la semaine, ma mère a rappelé. Cette fois-ci, elle semblait plus désespérée que réellement désolée. On veut arranger les choses, a-t-elle dit. Ton père et moi, on vend certaines de nos affaires pour t'aider à rembourser tes prêts étudiants, et on prévoit de t'acheter une nouvelle voiture. C'est le minimum qu'on puisse faire. Je lui ai répondu franchement, je ne veux pas de votre argent et je ne veux pas de votre voiture. Vous ne pouvez pas acheter votre pardon. Elle s'est remise à pleurer, mais je m'en fichais. Pendant des années, j'avais été traité comme le raté de la famille, et maintenant il pensait que quelques cadeaux coûteux suffiraient à me faire oublier. Pas question. Les choses ont cependant changé quand Liam a été arrêté. Il avait volé le camion de mon grand-père et l'avait encastré dans un lampadaire à environ 2 km de chez eux. Le camion était bon pour la casse, et mes grands-parents étaient furieux. Ils l'ont mis à la porte et ont refusé de le laisser revenir tant qu'il n'aurait pas payé les dégâts. Mes parents ont annulé le fonds universitaire de Liam pour couvrir les frais. C'est là que j'ai appris qu'ils comptaient utiliser une partie de cet argent pour m'acheter la voiture dont il parlait. L'ironie était presque comique. Quand mon père m'a appelé pour m'en parler, il avait l'air plus abattu que je ne l'avais jamais entendu. « On a fait tellement d'erreurs » a-t-il dit. « Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais j'espère au moins que tu nous laisseras essayer de réparer les choses. » Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le croire, leur donner une chance de réparer les dégâts. Mais l'autre partie, celle qui avait passé des années à être accusée, punie et humiliée, n'était pas prête à lâcher prise. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Après tout ce qui s'était passé, le dîner, les disputes, les appels incessants de mes parents, j'en avais fini. Fini avec les excuses, fini avec leur culpabilisation, fini de faire semblant que tout ça pouvait être réparé. J'y ai beaucoup réfléchi dans les semaines qui ont suivi. À chaque fois que mon téléphone vibrait, j'avais cette boule au ventre, sachant que c'était probablement ma mère ou mon père qui tentait encore de prendre des nouvelles. Je ne répondais presque jamais. À quoi bon ? Ils disaient toujours la même chose. On est désolé. On essaie de réparer. On veut juste aller de l'avant. Mais rien de tout ça ne me semblait sincère. Voilà le problème, les excuses n'effacent pas des années de dégâts, surtout quand ces dégâts viennent de la famille.
Elle n'efface ni l'humiliation, ni le doute de soi, ni l'effondrement total de la confiance. Mes parents semblaient penser que reconnaître leur erreur allait tout arranger comme par magie, mais ça ne marche pas comme ça. Sarah, ma sœur, m'a appelé un soir pour prendre de mes nouvelles. C'est la seule personne avec qui je sens encore que je peux parler. Même si, quand on était plus jeune, elle n'a pas toujours pris ma défense, je sais qu'aujourd'hui elle comprend. Tu ne leur dois rien, m'a-t-elle dit. Si tu n'es pas prêt à leur pardonner, c'est normal. Fais ce qui est le mieux pour toi. Ces mots sont restés avec moi. J'avais passé tellement de temps à essayer de comprendre ce que voulaient, ce dont eux avaient besoin, que je ne m'étais jamais vraiment demandé ce que moi je voulais. Et ce que je voulais, c'était la paix. Une semaine plus tard, j'ai reçu un nouvel appel de mon père. Cette fois, il ne cherchait pas d'excuses et n'essayait pas de me faire culpabiliser pour que je lui pardonne. Il avait l'air fatigué, presque abattu. Liam est toujours en détention, a-t-il dit. Les charges pour le vol du camion et les dégâts qu'il a causés sont graves. Tes grands-parents refusent de l'aider, et honnêtement, je ne peux pas leur en vouloir. Il m'a expliqué qu'ils avaient décidé de ne pas intervenir cette fois. Il doit faire face aux conséquences, a admis mon père. Peut-être que ça le réveillera enfin. On a tout essayé jusqu'ici, et clairement, ça n'a pas marché. Il y avait une lourdeur dans sa voix, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'on en soit arrivé là. Puis il est revenu sur moi. On essaie de reconstruire la famille, a-t-il dit. On veut que tu fasses partie de ce processus. On fera tout ce qu'il faut pour arranger les choses avec toi. Je n'ai pas beaucoup répondu. Je l'ai simplement laissé parler. Quand il a terminé, j'ai dit, je suis content que vous essayiez de réparer les choses, mais je ne suis pas prêt à en faire partie. J'ai besoin de temps. Peut-être de beaucoup de temps. Il a soupiré. Je comprends, a-t-il dit. Sache juste que la porte sera toujours ouverte si tu changes d'avis. À peu près au même moment, ma mère m'a envoyé un long email. C'était la première fois qu'elle mettait vraiment tout par écrit, et je sentais qu'elle était sincère. Elle s'excusait pour toutes ces années de méfiance, pour ne pas m'avoir défendu, pour avoir laissé la situation devenir aussi grave. Elle reconnaissait qu'ils avaient échoué en tant que parents et qu'ils ne savaient pas comment réparer ça. J'ai apprécié l'effort, mais le mal était déjà fait. J'avais passé des années à essayer de leur faire voir qui j'étais vraiment, et même s'ils y arrivaient enfin, ça ne changeait pas le fait qu'ils m'avaient déjà brisé. La vérité, c'est que je ne sais pas si je leur pardonnerai un jour. Est-ce que je laisse toute cette colère derrière moi pour avancer? Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir été bien mieux sans leur drame permanent. Depuis que je suis parti, j'ai construit une vie qui me semblait plus légère, plus libre, et surtout plus paisible. Je ne sais même pas comment ils sont revenus s'immiscer dans ma vie. Rien que l'idée de retourner dans cette dynamique m'épuise, même s'ils essaient de changer. Pour l'instant, je reste là où je suis, seul, à essayer de comprendre ce que je veux vraiment. Je vous tiendrai au courant si quelque chose évolue, mais pour l'instant, c'est là que j'en suis. Mise à jour. Salut tout le monde. Ça fait un moment que je n'avais rien partagé, et les choses ont encore évolué. Après tout ce qui s'est passé avec ma famille, j'ai fini par atteindre mon point de rupture. Liam a finalement été libéré. Apparemment, mes parents ont réussi à réunir assez d'argent pour payer sa caution, et comme c'était sa première infraction majeure, le tribunal lui a accordé une mise à l'épreuve. Mais même s'il est dehors, il est loin d'être tiré d'affaire. Sarah m'a dit qu'il vit chez nos grands-parents, qui le surveillent de très près. Il doit trouver un travail, leur payer un loyer et respecter des règles strictes pour prouver qu'il mûrit enfin. On pourrait croire qu'après tout ça, il montrerait des remords ou essaierait de changer, mais non. D'après Sarah, Liam a recommencé à piquer de l'argent sur le compte d'épargne d'urgence de mes parents pour s'acheter des jeux vidéo et des snacks. Ce n'est pas aussi spectaculaire que de voler un camion, mais ça suffit à montrer que rien n'a changé. Et pendant ce temps, je ne pouvais pas m'empêcher de comparer. J'ai été rejeté pendant des années pour quelque chose que je n'avais même pas fait, et eux continuaient à se plier en quatre pour donner à Liam chance après chance. Quand il s'agissait de moi, leur solution avait été de me traiter comme de la merde jusqu'à ce que je parte. Mais pour Liam, ils étaient incapables de le couper, peu importe les dégâts qu'il causait. C'est là que j'ai pris ma décision. Un soir, je me suis assis et j'ai écrit un message à mes parents. Court, direct. Pas de longues explications, pas de disputes, juste la vérité. En gros, j'ai écrit. J'apprécie les efforts que vous avez faits pour vous excuser et tenter de réparer les choses. Vraiment. Mais la vérité, c'est que je ne pense pas pouvoir vous faire à nouveau totalement confiance. La façon dont vous m'avez traité pendant toutes ces années, en supposant toujours le pire, en me punissant, en m'isolant, ce sont des choses que je ne peux pas simplement oublier. J'ai besoin d'avancer dans ma vie, et pour ça, j'ai besoin de couper les ponts pour le moment. Peut-être qu'un jour je me sentirai différemment, mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Merci de ne plus me contacter. Je reviendrai vers vous si et quand je me sentirai prêt. Prenez soin de vous. Sarah m'a appelé le lendemain et je lui ai dit ce que j'avais fait. Elle ne m'a pas jugé et n'a pas essayé de me faire changer d'avis. Je comprends, a-t-elle dit. Tu dois faire ce qui est juste pour toi. C'était la chose la plus rassurante que j'avais entendue depuis longtemps. Liam, lui, ne m'a jamais contacté, ce qui ne m'étonne pas. D'après Sarah, il agit comme si rien n'était de sa faute,
ce qui correspond parfaitement à ce qu'il est. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai envoyé ce message et, honnêtement, je me sens bien avec cette décision. Couper les ponts n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Je me concentre sur ma propre vie. Elle n'est pas parfaite, mais elle est à moi, et c'est tout ce qui compte. Mes parents ont encore énormément de travail à faire s'ils veulent un jour avoir une vraie chance de reconstruire notre relation. Dire « pardon » ne suffit pas. Ils devront prouver qu'ils ont changé, et je n'attends pas après ça. Pour l'instant, j'en ai fini d'être le bouc émissaire, la cible ou le projet qu'ils pensent devoir réparer. Parfois, partir est la seule façon de guérir, et pour moi, c'était la seule option qui me restait. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles. Pour l'instant, je me concentre sur une vie sans drame.